Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 198e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous proposer le dernier épisode avant l'événement sport de combat de la rentrée ce samedi soir 2 septembre à Core Arena de Paris-Bercy, l'UFC Paris, sa deuxième édition. Et on va pour ce dernier épisode avant l'UFC Paris vous parler d'un rôle dont on parle assez peu dans les médias, le rôle de manager. Et justement pour parler de ce rôle, quoi de mieux qu'avoir avec moi le patron de la Bulgarian Top Team, la BTT, qui a placé plusieurs combattants sur cette UFC Paris et on va développer pendant cette émission. Monsieur Guillaume Pelletier, bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment cool, je suis très heureux d'être ici. Avec grand plaisir et on va pouvoir découvrir justement les secrets de ce métier un peu méconnu dans le MMA qui est le métier de manager. Il a placé ses ouailles à l'UFC Paris comme Benoît Saint-Denis a multiplié ses kicks sur Ismaël Bonfim. Avec 4 représentants tricolores mis sur l'événement, Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, Nora Cornol et Yanis Guémouri, Guillaume Pelletier et sa Bulgarian Top Team ont réalisé un énorme travail dans l'optique du deuxième rendez-vous parisien de la plus grande organisation de MMA, ce samedi 2 septembre à la Core Arena. Comment ont-ils multiplié ces signatures? En quoi chaque cas est-il différent? Qu'est-ce qui fait un bon manager de MMA? À quelques jours de l'UFC Paris, Guillaume Pelletier est l'invité du RMC Fighter Club pour nous raconter les dessous et les secrets du métier de manager. Alors merci Guillaume d'avoir répondu à notre invitation. On est dans la Fight Week. On cache rien à nos auditeurs. Ce podcast est enregistré le mardi de la Fight Week. Donc on vient de débuter cette Fight Week. Il y a de l'excitation déjà. Je le dis, tu as plusieurs combattants sur cette carte. Donc forcément, tu es au milieu de toute cette Fight Week. C'était excitant d'arriver là ce matin? Alors c'est très excitant, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de changements aussi. Il va se passer beaucoup de choses dans cette Fight Week. On va peut-être avoir de nouvelles affiches. Donc c'est une Fight Week très particulière, mais qui va ravir tout le monde, je pense, à la fin, parce que de belles choses vont arriver. On va en parler également. Avant de rentrer dans comment tu as placé justement tous ces combattants à l'UFC Paris et comment on place ces combattants dans un événement tel que celui-ci, moi je voulais revenir un peu sur ton parcours, Guillaume. Déjà, c'est comment on devient manager de MMA, puisque dans nos métiers autour du sport, on connaît très bien, par exemple, les agents en foot. Voilà, on a eu tellement de reportages, de choses sur ce métier-là que ça, on connaît. Mais manager en MMA, c'est plus mystérieux, comme je disais dans mon intro. Comment tu es devenu manager de MMA, Guillaume? Qu'est-ce qui t'a mené sur ce chemin? C'est une très très longue histoire. Donc moi je vis en Bulgarie maintenant depuis 10 ans. Lorsque je suis arrivé en Bulgarie, donc j'ai constaté que les combattants bulgares avaient un niveau en striking qui était pas très développé, si je peux me permettre, étant donné que moi j'avais une expérience dans les sports de combat par le striking. J'ai commencé à les coacher un petit peu et donc à les accompagner sur les événements en Europe de l'Est, donc au M1 ou sur des organisations de ce type. Et voilà, de fur et à mesure, j'ai commencé à me développer. Un jour, un promoteur bulgare me demande de l'aider à faire le matchmaking d'une carte. Et à ce moment-là, je fais appel à un combattant français qui s'appelle Malik Merad, si ça vous dit quelque chose. Et donc Malik Merad vient, gagne la ceinture de l'événement bulgare. Et à ce moment-là, il me dit il n'y a jamais personne qui s'est occupé de moi comme tu l'as fait. Du début à la fin, c'était incroyable, c'était carré et tout. Il m'a dit comment est-ce que je peux te remercier? Je dis tu me remercies en revenant sur le prochain événement. Et il me recontacte quelques jours plus tard, il me dit... T'es déjà manager sans être manager là, Guillaume. Alors en fait, ça se développe à ce moment-là. ça. Effectivement, il y a l'idée qui commence à naître, à fleurir, et donc il me donne 2 noms. Et il me dit je voudrais que tu t'occupes de ces 2 petits. Le premier s'appelle Fares Ziam et le deuxième s'appelle Yanis Guémouri. Incroyable. Ça va, les 2 Lyonnais aujourd'hui à l'UFC. Tout à fait. Donc, toi, ensuite, il y a la création de la Bulgarian Top Team. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de Bulgarian Top Team? On a compris par ton histoire, donc ça fait longtemps que tu es installé en Bulgarie. Je trahis pas de secret, ton épouse est bulgare. Absolument, également. tout à fait. Donc c'est le clin d'œil à où tu es Bien sûr. installé, Bulgarian. Comment elle s'est créée, cette société? C'est le clin d'œil et c'est aussi parce que j'aime la Bulgarie. C'est un pays dans lequel je suis très bien. Ça m'a permis aussi de me développer. La Bulgarie m'a beaucoup aidé en fait pour développer la société de la BTT. En fait, une fois que j'ai eu donc Yanis Guémouri, Malik Merad, Fares Ziam, en fait c'est un milieu, on se rend compte de bouche à oreille. Les gars étaient super contents aussi du travail que je fournissais. En ont parlé à d'autres. Par exemple, le meilleur ami de Fares Ziam était Amin Ayoub. Et en fait, c'est clairement du bouche à oreille. En fait, quand j'ai commencé en 2015, je crois qu'en France, on ne savait même pas ce qu'était un manager finalement. Parce que je parlais avec les gars en leur disant je manage. Ouais, mais concrètement, c'est quoi en fait? Ouais. Voilà, les mecs connaissaient pas à cette époque. Donc voilà, ouais, c'est du bouche à oreille. Et je pense que le travail, il suffit juste de bien le faire, de le faire simplement. Et ça amène de nouveaux clients, entre guillemets. Donc, ça a commencé comme ça. Je rebondis parce que tu dis ce travail, il faut juste bien le faire. Qu'est-ce qui fait un bon manager de MMA, selon toi?
Bah, selon moi, ma vision des choses, aujourd'hui, je suis ici exceptionnellement parce que je suis très très content et très honoré d'être ici et de parler avec toi. Mais, sinon, on me voit un petit peu moins dans les médias. Je pense que le bon manager, c'est quelqu'un qui se montre beaucoup moins, Mmh. qui se montre, bah, déjà moins que son athlète, déjà, parce qu'il faut pas oublier que l'athlète est celui qui monte dans la cage et non pas le manager. Donc je pense qu'un bon manager, c'est celui qui a beaucoup de discrétion, qui se met dans son bureau, qui s'enferme, qui fait son travail, qui essaie de respecter certaines règles, le respect, voilà. Il y a beaucoup de règles, en fait. Il y a pas un cahier de règles, officiel, en fait, mais il y a beaucoup de choses à savoir dans le MMA, les choses comme elles se passent, ne pas contacter un combattant en direct, Le de passer par le judiciaire coach, aussi, le côté qui est judiciaire. très Ouais. qui est très important, effectivement. Et voilà, je pense que ce qui fait un bon manager, c'est quelqu'un de passionné aussi, déjà à la base, parce que se développer dans le management, c'est dur et c'est compliqué. Il suffit juste de regarder le constat. Aujourd'hui, combien y a-t-il de managers en France qui vivent pleinement du management? Tiens, c'est moi qui te pose la question, on Ok. change les rôles là. Si on est, est-ce que je prends en compte les gens qui sont managers, mais autre chose aussi, Mais du puisqu'un coup, un non. Fernand qui est manager et coach, il vit pas que du management. Du coup, non, parce qu'en fait, on voit qu'il est obligé de faire d'autres choses Mm. pour être financièrement rentable, en fait. Donc, non, non, c'est un métier qui est très Ouais, bien compliqué. sûr. Ça demande beaucoup de temps avant de se développer, mais on ne peut pas se développer non plus sans une rentrée financière. Donc, il faut trouver une façon de faire de l'argent aussi, il ne faut pas se mentir. Sauf que quand tu débutes dans le métier, tu ne peux pas avoir des combattants de prestige tant que tu n'es pas un manager de prestige. Donc, du coup, tu envoies des combattants combattre pour 1000 ou 1500 Mhm. euros et tu es presque honteux de demander un pourcentage sur 1500 euros. Donc, tu imagines que les débuts en tant que manager, c'est hyper compliqué. Bien sûr. Avant d'être rentable et de pouvoir en vivre correctement. On rappelle pour les auditeurs qui connaissent pas que c'est 10%. Généralement, Absolument. Alors, le cut du manager, le pourcentage tout sur la à fait. bourse. Moi, en fait, je travaille d'une façon un petit peu différente. Le pourcentage est en fonction du profil du combattant. C'est-à-dire que si un combattant, par exemple, débute avec moi, comme a pu le faire Benoît Saint-Denis, par exemple, à 0-0, comme je t'ai dit, moi, dans les premiers temps, je ne prends pas de Mm. pourcentage. On développe la carrière. Tout à fait, on développe la carrière. Et je pense que c'est aussi intéressant pour le combattant de voir ça parce qu'il finalement se dit, bah tiens, mon manager est pas là pour prendre des sous sur moi en fait. Il est vraiment là pour me développer. Donc j'ai une autre façon de travailler en fait que 10% obligatoire, etc. C'est une question d'arrangement, c'est une question De de confiance potentiel. humaine aussi. Tout à fait, Entre, absolument. entre le Ah, client et toi, finalement. c'est la base, hein, c'est la base. S'il n'y a pas de confiance, on peut rien faire. Et toi, tu es un manager qui fonctionne beaucoup sur l'humain. C'est-à-dire que pour t'engager avec un client au-delà de son potentiel de pur combattant, il y a besoin de ressentir quelque chose, un feeling humain. Bien sûr, j'ai déjà refusé de travailler avec des combattants de très haut niveau. Pour ces raisons-là, pas parce que ce sont des bonnes personnes, des mauvaises personnes et moi une bonne personne, c'est juste que parfois, en fait, on peut avoir une vision des choses qui est totalement différente. Et c'est pour ça que maintenant, avant de signer quelqu'un, je prends beaucoup de temps à parler avec lui. On parle pendant des semaines, on parle pendant des mois, parce que la Pas personne... forcément du combat. Non, On peut parler de tout et de rien la en vie, tant de qu'être tout, en humain. fait. Ouais, Bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Juste pour éviter les conflits qui vont arriver plus tard, parce que parfois, les gens évoluent en cours de route. Comme moi, je peux évoluer, comme le combattant peut évoluer. Et parfois, on peut avoir deux visions des choses qui finalement vont se croiser un moment et vont jamais se rejoindre. Donc, c'est important en fait d'échanger un maximum, de connaître la personnalité du combattant avec lequel on travaille. Et bah, tout ça, c'est du relationnel finalement. Je crois par exemple que quelqu'un de tes clients les plus stars aujourd'hui, Morgan Mhm. Charrière, si je dis pas de bêtises, au début, tu voulais pas le prendre. C'est vrai. Et ensuite, C'est vrai. c'est la rencontre avec lui, c'est l'humain qui Très te fait intéressant changer ce que d'avis. tu me dis. C'est tout à fait ça. C'est Mm. tout à fait ça. Donc Morgan me contacte, hyper respectueux, hyper sympa, rien à dire. Mais j'avais déjà beaucoup de profils dans sa catégorie de poids. Et en fait, je me disais, je vais juste additionner un mec en plus. C'est totalement ridicule, ça n'a pas d'intérêt. Donc je lui dis, écoute, pour l'instant, je te dis pas non, mais on reste comme ça, on continue à échanger, etc. Et en fait, le mec était tellement top. L'humain. Ah, il était Ouais. incroyable, il était incroyable. On échangeait des projets, parfois je lui tendais des pièges en plus, je lui disais, «Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Je vais te faire affronter ce mec-là». C'était n'importe quoi, c'était un envoi à la mort et le mec me dit: «Ouais, vas-y, si tu penses que c'est un bon combat». Non, en fait, je voyais qu'il avait une confiance qui était tellement aveugle envers moi que ça donne envie de t'investir, tu vois? sûr. Ça donne envie de faire les choses bien parce que, en fait, il te donne tout, quoi. Il te donne tout. En gros, il te donne sa carrière, il te dit: «Tiens, vas-y, gère». Tu Ouais. la responsabilité? Et là, ça te donne envie, hein. Ouais, c'est ça, c'est que ça te donne envie de t'engager Absolument. avec le mec. Un des points aussi que je voulais noter sur toi, qu'on connaît, c'est que je trouve que c'est bien parce que le combattant sent que tu es un manager qui s'implique aussi concrètement. Tu combats, Guillaume Pelletier, on est d'accord? J'ai combattu, on va dire. J'ai combattu. Et tu remets de temps en temps les Ouais, gants. dernier combat était en bare knuckle, Mhm. donc sans gants, en fin d'année 2021. Là, pour l'instant, je dirais que, bah, avec les récentes choses, les récentes signatures à l'UFC, etc., il arrive un moment
on va pas se mentir, tu peux pas faire 36 choses, tu vois. Mais tu sens, le sous-entendu de ma question, c'est tu sens chez tes clients que quand ils te voient à l'entraînement, Mhm, avec les gants avec, il y a mhm. aussi une forme de respect de bon, Ah, il bien mouille le sûr. maillot, le gars. Alors, il y a une forme de respect déjà, parce que tu sais, tu échanges toujours quelque chose avec quelqu'un quand tu mets les gants avec. Peu importe ce qui va se passer, tu échanges vraiment quelque chose qui est indescriptible, en fait. Finalement, si tu me demandes quoi, c'est dur à expliquer. Alors déjà ça, et ensuite le sentiment de savoir de quoi on parle. En fait, le combattant, c'est, bah, le mec sait de quoi il parle, il est déjà rentré dans une cage, parce que finalement, il y a plein de choses dont on ne parle pas, mais la pression, l'adrénaline, Mhm. tu sais, le fait de monter les petites marches là pour rentrer dans la cage, là, parfois, tu as l'impression que ces marches-là, ce sont les... Enfin, tu vois, c'est C'est interminable les en plus fait, tu longues, vois. ouais, je vois. Absolument. Et le fait peut-être d'avoir vécu ça avant, bah, tu sais, ça ramène une petite touche supplémentaire en fait, quelque chose d'intéressant. Ouais, moi je pense que ça apporte et de leur côté la confiance et toi aussi de mieux Mhm, comprendre finalement ce qu'ils vivent tout à fait. en tant qu'athlète. Euh, des choses dont on a déjà discuté nous dans nos discussions informelles en dehors du cadre médiatique, c'est aussi, moi je trouve, tu le sais, je te l'ai déjà dit, je trouve qu'il y a parfois dans les MMA français encore aujourd'hui un manque dans la communication. Que Mhm, parfois la communication est mal organisée ou mal structurée, pas assez professionnelle, mais c'est normal, on a été légalisé qu'il y a 3 ans le MMA en tout à France, fait. ça se développe au fur et à mesure. Mais tu es d'accord avec ça? Tu dirais qu'il y a encore aujourd'hui des progrès à faire sur la com, pas spécifiquement globalement, tu vois, sur les combattants de MMA? Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis responsable aussi de ce manque dans la com parce que j'estime ne pas être un parfait communicant. Et je dis toujours moi-même, hein, tu as vu, j'ai aucune honte à le dire. Je dis à mes combattants, associez-vous de personnes, de professionnels, de personnes qui savent de quoi ils parlent. Moi, je ne peux pas être votre manager, vous expliquer comment gérer votre carrière sportive Mhm. et en plus gérer les sponsors, gérer la communication, etc. Moi, j'estime vraiment être un agent sportif. Moi, je vais faire monter ta carrière, je vais te vendre, je pense avoir trouvé aujourd'hui la recette, entre guillemets, pour rendre le combattant intéressant au vu des grandes organisations. Mais on a besoin d'aide. Tu vois, là, par exemple, dans le cas de Morgan Charrière, tu me parlais, on travaille maintenant en partenariat. Donc, on est à la Fight Week de l'UFC Paris 2 et on va signer cette semaine un partenariat avec son agence de com, par exemple. Je trouve que les mecs font un travail exceptionnel. C'est un métier, donc C'est tu un- t'entoures de professionnels. Absolument, je ne veux pas en fait vendre des choses que je serais pas capable de faire parfaitement. Non, je veux me limiter à mon rôle de manager sportif et je laisse des professionnels aujourd'hui se greffer autour de moi pour qu'on ait une agence où chacun fait parfaitement son travail. Le MMA, on l'a dit, il est légalisé depuis 3 ans en France, mais même au niveau international, c'est un sport assez jeune. Mhm. L'UFC date d'il y a à peine 30 ans, on fêtera les 30 ans en novembre 2023. Et on voit que ça bouge beaucoup même sur l'organisation aujourd'hui du MMA. Et moi, j'avais noté quelque chose qui m'intéressait de parler avec toi, l'association des commissions athlétiques Mhm. de boxe et de MMA aux États-Unis, la Oui. grande association des commissions des différents États, a un comité des athlètes qui a Mhm. fait récemment des propositions, donc qui vont être étudiées par cette commission, sur un durcissement, entre guillemets, des règles pour être manager dans le MMA. Mhm. Notamment, obligation de surveillance d'un casier judiciaire qui soit vide, obligation de passer un permis auprès de cette association pour savoir qu'on a les bases de pouvoir être un bon manager. Est-ce que tu trouves que ça va dans le bon sens et que c'est quelque chose qu'il faut réguler et qui avait peut-être un peu trop dans les premières années, ce qui est logique, un côté Far West en fait dans ce milieu-là? C'est tout à fait normal. Tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, on peut retrouver des combattants malheureusement qui se font placer sur des match-ups très mauvais. En fait, on peut clairement lire et pronostiquer le combat avant qu'il ait eu lieu parce que le choix du manager est très étrange. Parfois, il y a beaucoup de conflits d'intérêts, parfois les combattants se font placer non pas pour leur bien, mais pour le bien du manager. Ça permet au manager de se vendre comme l'avoir placé à tel ou tel endroit. Et il faut vraiment limiter ce genre de bavure, hein. J'appelle ça des bavures, hein, parce que pour le coup, là, on ne perd pas un match de foot, hein. On peut prendre un KO, hein. Il y a un vrai risque de KO. Donc le fait d'assainir le milieu, moi, je trouve que c'est super. On devrait passer diplôme, brevet, licence, tout ce qui est possible C'est pour leur essayer. idée, c'est leur idée en C'est tout cas. parfait. Ouais. Et on va les soutenir à 100%. Et c'est ouais, ce côté Far West, toi, tu l'as ressenti quand même. Quand tu as commencé dans ce milieu-là, tu sentais que c'était. Il y a un côté, ouais, il y a un côté un peu n'importe quoi parfois dans Alors, certaines méthodes. tout à fait. Aujourd'hui, Malik Merad, malheureusement, n'est pas très connu du grand public, mais j'invite tout le monde à regarder son record. Malik Merad, c'est quelqu'un qui est aux alentours des 95 kilos, donc aurait dû combattre à 84 kilos. Toute sa carrière, il s'est fait envoyer en lourd léger ou même en poids lourd, 2 jours avant parce qu'il fallait placer quelqu'un. Et comme je le dis, Malik Merad a pris des KO, de gros KO, dont il aurait pu se passer, je pense. Et c'est quelqu'un de très haut niveau, mais malheureusement, si on regarde juste les chiffres, son record, on se dit, bah tiens, c'est un combattant moyen parce qu'il a beaucoup de défaites. Non, ces défaites ont été causées par des choix de carrière très étranges. Mm. Et il faut être très honnête, on va dire les mots, par des managers qui ne le manageaient pas.
Juste qu'il le plaçait, en fait, qu'il le plaçait en échange d'un pourcentage pour se prendre un petit billet. C'est une catastrophe. Ouais, c'est une vraie catastrophe. Et ce côté placé parfois pour ses propres intérêts, je pense que tu as suivi aussi, il y a en ce moment un procès, une action collective Ouais. contre l'UFC. Et une des choses qu'a demandé le juge, c'est que tous les documents utilisés dans ce procès soient rendus publics. Mhm. Et dedans, la rumeur qui tourne, c'est qu'il y aurait des mails de managers Ok. internationaux qui demandent à l'UFC, qui négocient à la baisse pour leurs athlètes pour être dans les petits papiers de l'UFC. Ah, c'est incroyable. C'est-à-dire que vous... Non, donnez-moi pas 20 000, donnez-moi 15 000, et vous comprends. voyez, je suis un bon manager et on peut bosser ensemble. Si c'est avéré, ça te paraît... Je sais que c'est pas vos méthodes à la BTT, mais ça te paraît ubuesque, c'est le genre de gens qu'il faut dégager de cette profession? Je te dis sincèrement, ce serait tout sauf une surprise. Mm. C'est le fameux conflit d'intérêts. Pour que je l'instant, te c'est une parlais tout à rumeur. l'heure. C'est pour ça que je D'accord. dis c'est qu'une rumeur. Mais tout à l'heure, je t'ai parlé de conflit d'intérêts, c'était pas anodin. Mm. Tu vois, si ceci est avéré exact, je serais pas surpris. Parfois, malheureusement, on a des managers qui préfèrent, comment dirais-je, être le bénéficiaire, avoir les intérêts plutôt que le combattant. Faut être honnête. Donc non, ce genre de choses arrive. Donc je sais pas si ce sera confirmé ou pas, mais ce sera tout sauf une surprise si c'est le cas, malheureusement. On va rentrer dans le cœur de notre émission, c'est de parler des tes 4 fantastiques qui seront à l'UFC Paris ce samedi à l'Accor Arena de Bercy, et que tu nous expliques pour chaque cas. C'est là où ça devient intéressant parce que c'est des cas différents. Mhm. Comment tu les fais rentrer et à l'UFC et comment tu les places sur cette carte de l'UFC Paris. On prend le premier cas qui est pour l'instant le fleuron à l'UFC, Benoît Saint-Denis, qui affrontera Thiago Moïse ce samedi, avec clairement les portes du top 15 qui s'ouvrent en cas de victoire contre le Brésilien pour Benoît. Il sortait, je le disais dans mon intro, je faisais une petite référence à sa victoire contre Bonfim début juillet. On rappelle, son premier combat, c'était contre Eliseu Zaleski dos Santos, le Brésilien, pris en short notice chez les welter, qui est l'ancienne catégorie de Benoît, mais pas celle où il voulait combattre à l'UFC, puisqu'il est en léger, en moins de 70. Il l'avait pris en moins de 77, contre un combattant qui avait été classé, très dangereux, et en short notice. L'exemple de Benoît, c'est... On profite d'une opportunité, elle repassera peut-être plus, et c'est soit on prend ça, soit ça se trouve, ça s'écarte à jamais. C'est exactement ça. Aujourd'hui, malheureusement, à l'époque de Benoît, il n'y avait pas réellement. Aujourd'hui, il y a 2 moyens de rentrer à l'UFC. Par les Contender Series, qui est un parfait moyen, ça permet d'avoir 2 ou 3 mois de préparation pour le combat, c'est parfait. Émission, je précise, de Dana White qui permet d'obtenir des contrats à ses vainqueurs. Ouais. Absolument. Ou sinon le short notice, le fameux short notice, parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'UFC ne signe plus personne parce qu'ils ont envie de l'avoir. Aujourd'hui, le roster de l'UFC, le roster, pour ceux qui ne connaissent pas, l'effectif, tout à fait, de combattants de l'UFC est absolument plein dans toutes les catégories. Il n'y a plus de place. Il n'y a qu'une opportunité qui pourrait se créer via un short notice qui permet à des combattants de signer en dernière minute avant dans ces conditions-là. Ouais. Maintenant, pour le cas de Benoît, ça reste un short notice, certes, mais il avait 3 semaines. Il était en train de se préparer pour un autre combat. Mais on savait que ça allait être très dur. Clairement, Eliseu Zaleski est très sous-estimé. C'est tout à fait normal. Le grand public ne connaît pas Eliseu parce que c'est pas un grand communicant. Justement, on parlait de communication tout à l'heure. Mais c'est un gars quand même, t'imagines, il a mis KO Strickland, qui maintenant va combattre pour la ceinture dans une catégorie supérieure. Donc, on pourrait estimer que c'était peut-être une erreur, mais pour répondre à une question que tu m'as posée très intéressante, peut-être que l'opportunité ne va plus arriver. Benoît était en contrat avec le Brave à cette époque-là. Le Brave voulait le mettre pour la ceinture. On ne sait pas ce qui peut arriver dans ce combat pour la ceinture. Tu mets un kick, tu te pètes la jambe. Tout à fait. Tu vois, tu te retrouves avec une défaite qui aurait jamais dû arriver. Mais du coup, comment fait-on maintenant pour vendre ce combattant à l'UFC? Il faut repartir sur une nouvelle série de victoires qui va durer 2 ans, 3 ans. Donc on savait que ça allait être un combat compliqué, mais finalement, est-ce qu'il n'a pas créé la légende de Benoît? Totalement. Voilà. On en parlera de toute sa carrière de ce combat-là. Absolument. C'est évident. Absolument. Et donc toi, parce que je sais, pour résumer l'histoire rapidement, et je sais que Benoît, c'est quelqu'un dont tu avais déjà parlé au matchmaker de l'UFC. Tu leur avais envoyé son profil, qui t'avait dit, ça, voilà, on le garde, on l'a dans un coin de l'œil, on revient vers toi si besoin. Au moment d'Eliseu, ça se passe comment? C'est eux qui t'appellent? On a une place, est-ce que ton gars est prêt et on prend Benoît? Ou c'est toi qui les relances et ils se disent bah ça tombe bien, il y a une place? Comment ça se passe? Non, c'est vraiment eux qui me rappellent. Donc voilà, il y a des méthodes pour vendre le combattant. Donc j'ai essayé de mettre en avant le fait qu'il était très spectaculaire. Il y a aussi une statistique qui est impressionnante avec Benoît, 100% de finish. 11/11. Ouais, ça, c'est vraiment une dinguerie. Donc, et on sait que l'UFC aime ça. L'UFC aime vraiment ça. Malheureusement, Eliseu avait presque 30 combats au moment où il a affronté Benoît. Donc c'était là où l'UFC était un peu réticent. Benoît n'en avait que 8. Okay. Mais après de grandes négociations, ils ont accepté. Et en toute franchise, le matchmaker m'a écrit juste après, en me disant c'est quoi ce que tu nous as envoyé là? Ouais. C'est qui ce mec?
Merci. Ouais, c'était incroyable. Ouais, ils sont tombés amoureux et il y avait de quoi, hein. Et une fois qu'ils te disent, ok, donc on a cette place contre Élysée ou possible, toi, t'appelles Benoît et c'est sa décision. Tu lui dis, tu le conseilles, moi je le prendrai ou je le prendrai pas, ou tu lui dis rien et tu lui dis, Benoît, c'est toi qui décides. Benoît, de toute façon, c'est oui à tous les coups. Oui. Benoît, il faut Je savoir. reconnais bien Benoît. Mais tu imagines qu'avant de l'avoir signé contre Eliseu Zaleski, il y avait, je crois, une opportunité contre Makhachev. Il s'est passé un truc avec Oliveira, je sais plus à l'époque, il s'est passé quelque chose. Il m'envoie un message, il me dit ouais, place-moi contre Makhachev. Il était même pas encore à l'UFC, Benoît. Benoît, c'est un gars, il a une confiance en lui qui est tellement énorme qu'en fait, quand tu lui proposes un combat, c'est pas vraiment une proposition que tu lui fais finalement. Tu lui dis, tiens, tel Tu jour. vas combattre tel gars. Exactement. Ouais, tu peux lui dire, il y a John Jones en face, on y va quoi. C'est Absolument. parti. Benoît, à partir du moment où tu lui proposes quelqu'un qui a 2 bras, 2 jambes, il dira toujours oui parce que il sait qu'il a le potentiel de faire partie des meilleurs, donc il se pose pas de questions. Et ses débuts de Benoît, c'était en 2021. Et juste pour que je contexte pour les auditeurs qui étaient Éliseu, le combat d'avant qui était prévu pour Éliseu, qui avait été annulé parce que Éliseu avait déclaré forfait, c'était contre Shavkat Rakhmonov. Tout à fait ça. Le phénomène kazakh Ouais. à l'UFC. Donc voilà, ça vous prouve où était Zaleski à ce moment-là. Et Benoît, il n'hésite pas une seconde, il le prend. Absolument. Donc derrière, nous, on va pas revenir sur pourquoi Benoît est à l'UFC Paris, parce que voilà, on a dit, il a affronté Bonfim en juillet. Il est sorti avec 0 dégâts, au contraire du Brésilien de ce combat-là. C'était Donc la crainte, ouais. c'était parfait pour placer pour Paris. Il y a juste eu, que tu nous dises un peu, il y a eu la négociation du nouveau contrat entre les deux, parce que tu nous avais déjà raconté qu'il y a eu une sorte de all-in, au lieu de re-signer après le 3e combat. Bien Vous sûr. avez attendu le dernier, le 4e, pour voir la performance de Benoît, qui a été magistrale. Ça a été vite. Juste après le combat contre Bonfim, c'est rapidement réglé cette histoire de contrat. C'est une histoire de quelques jours. C'est une histoire de quelques jours. Donc, dans les négociations avec l'UFC, quelques jours, on peut considérer que c'est très rapide. C'est bien à rappeler ce que tu as dit. Effectivement, c'était un all-in dans le sens où l'UFC nous propose une renégociation de contrat, donc une prolongation à la fin du 3e combat, sachant qu'il en reste un. Et en fait, nous, on a tellement confiance, nous, parce que je mets Daniel, hein, évidemment, et Chris Savoca, donc les 2 coachs de Benoît, je les mets dans la boucle. On a tellement confiance en Benoît qu'on savait que peu importe le nom qu'on aurait en face, il va le battre. Il allait le battre. On le savait. Donc en fait, j'estimais qu'il serait préférable de négocier avec l'UFC après une série de 3 victoires plutôt qu'à l'instant T où il proposait. Donc j'ai refusé. Et ça fait bizarre de refuser à l'UFC une prolongation de contrat. Donc voilà, et au moment C'est même risqué, hein. Il y a une forme de risque. Ouais. C'est très risqué et je pense que les retombées en cas de défaite de Benoît, pour ma part, pour moi, pour ma personne, elles sont catastrophiques. Sincèrement. Imagine Benoît perd. Même dans tes relations avec l'UFC et tout ça. Tout à Ouais, fait. bien sûr. Tout à fait. C'est une grosse prise de risque. Il l'aurait coupé s'il avait perdu, tu penses? Alors je pense qu'ils peuvent pas le couper en toute franchise à cause du spectacle et des finishes. En fait, je pense qu'aujourd'hui, enfin je pense pas, je suis certain, l'UFC préfère des mecs qui perdent après une guerre plutôt que des mecs qui sécurisent des victoires embêtantes. J'allais dire un autre mot, Non, embêtante. complètement, Voilà. je suis d'accord. Par contre, t'aurais été la victime. C'est à toi qu'ils en auraient voulu. Et à juste titre, Ouais, ouais. En toute franchise, à juste titre. Donc oui, c'était un coup de poker réussi pour le Et coup. gagnant. Le contrat que vous avez signé est plus haut que celui qui avait été proposé. Du coup, je vais pas donner de chiffres, mais j'invite tout le monde à taper Benoît Saint-Denis salarié à la fin du combat, parce que de toute façon, les salaires sont rendus publics et vous pourrez constater qu'il y a eu un joli petit travail de la part de son management. Et très bien, parce que Benoît en avait besoin aussi. On sait que Bien les sûr. carrières de combattants, c'est compliqué, notamment avec le premier contrat UFC où les salaires sont pas mirobolants. Bien sûr, mais Donc, tous les c'est cool combattants. pour Benoît. Ouais. C'est dur pour tous les combattants, tu sais, hein, regarde les entrées aujourd'hui à l'UFC sont entre 10-10 et 12-12. Donc si tu combats 10 000 et 10 000, c'est ça que je veux dire. Si tu combats une fois dans l'année, t'imagines à quel point les revenus sont faibles. Ouais, Ça fait peur, hein. Ah oui, ça fait très peur. Et Ouais. pourtant, ce sont des combattants professionnels et en Ligue des Champions. Et qui peuvent parfois ne pas combattre pendant un an, Ouais. s'il y a des blessures et des choses. J'imagine. C'est très très compliqué. Ouais. On le rappellera à chaque fois à nos auditeurs. Il faut comprendre, au-delà des guerriers qui sont dans la cage, c'est des guerriers de vie aussi sur ces absolument. choses-là, les combattants. On passe au cas de Morgan, qui est aussi presque le plus intéressant, je trouve, parce que c'est le plus lointain. Morgan, Oui. on l'a reçu, on vous invite à aller voir le Fighter Club qu'on a fait avec lui il y a une dizaine de jours à peu près, où on revient aussi sur toute cette route vers l'UFC, comme il avait appelé sa chaîne YouTube. C'est là où je dis, ça vient de loin, Morgan. Hein. 2019, le lancement de sa chaîne Route vers l'UFC sur YouTube. Il devient champion du Cage Warrior, puis il y a ces 2 défaites un peu controversées, mais qui le font reculer d'un step. De quand ça remonte? Il y a une époque où vers 2019-2020, quand il devient champion 2020-2021, on n'est pas loin? Il est pas loin de l'UFC, Morgan? Ouais, c'est là où c'est la difficulté, tu vois, parfois ça joue vraiment à un fil. On est à 2 doigts. On est à 2 doigts de signer à ce moment-là. Si Sabah Vucenic
Vous signez? Ah oui, totalement, mais je parle avant Donc ça, la Vucenic. première, avant même Vucenic. Ouais, au Ouais. moment où il prend la ceinture du Cage Warriors, on est très proche de signer à l'UFC. Qu'est-ce qui fait que ça se fait pas à ce moment-là? Parce que, comme je t'ai dit, il faut une opportunité, il faut une ouverture. En fait, l'UFC, malheureusement, aujourd'hui, ne signe plus les gars en attente d'un combat. Il te propose le contrat quand il y a un combat. Et l'offre était longue à venir, très très longue à venir. Et Morgan, c'est quelqu'un qui a faim de combat. Morgan, il a déjà d'une fin de combat et en plus, il a besoin de repères dans la cage. Et pour ça, il a besoin de plusieurs combats dans l'année. Donc Morgan poussait pour combattre et moi-même, j'avais pas envie d'attendre indéfiniment parce qu'en attendant comme ça des mois et des mois à l'UFC, tu te mets un petit peu au rabais en fait parce que tu montres à l'UFC finalement on n'attend que vous. On va arrêter notre carrière presque, on n'attend que vous. Et donc encore une fois, prise de risque, cette fois-ci beaucoup moins payante parce qu'on décide d'affronter Vucenic. Prise de risque moins payante et en plus très frustrante, parce que moi j'estime que c'est clairement un vol. Alors on peut estimer que je ne suis pas juste dans mon analyse parce que je suis parti pris bien évidemment. C'est pour ça que je te pose la question. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de la décision du combat contre Vucenic? Ah bah elle est plus que je disais controversée pour être gentil. C'est honteux, hein. C'est vraiment Je disais honteux. controversée pour être gentil, Ouais. mais oui, il y a Ouais. plus, il y a plus que débat. Ouais. Donc coup très dur pour Morgan, coup très dur Et pour tu moi. penses que s'il attend, il signe à l'UFC C'est pas à ce impossible. moment-là? Ouais. C'est pas impossible. Ouais, donc c'est terriblement frustrant pour lui. Ouais. Ah ouais, c'est une peine absolue et Morgan, il a tout mon respect de par sa philosophie de vie, de par tout ce qu'il a traversé, parce que pour le coup, ça a toujours été un objectif pour lui, Road to UFC, donc l'UFC est un objectif pour lui. Et au moment où on perd, en fait, on remet tout en question. Tu parlais, il est descendu de 2 steps, mais en fait, même pas, il est tombé de l'escalier, en Ouais, fait, hein, ouais. carrément. C'est une catastrophe absolue à ce moment-là. On a un nouveau combat, une nouvelle offre, étant donné que Vucenic est out pour faire une ceinture intérimaire, Mhm. et on perd à nouveau. Paul Hughes, Alors là, c'est pareil, controversé aussi. Hein. Ouais. le trou noir. Le trou noir. Plus personne ne sait quoi faire. C'est une catastrophe absolue. On est proche de. Ouais, non, c'est. Et c'est quoi ton rôle là de manager à ce moment-là? C'est dans tes paroles envers Morgan, c'est de le rassurer, c'est de lui dire on va y arriver Morgan, Ouais. ou de déjà lui ouvrir à lui dire bah, peut-être qu'il va falloir faire autre chose parce que comment tu le gères ce moment-là? Ça, je peux pas lui dire parce que pour lui, ça aurait été trop lourd à supporter. Mhm. Ça aurait été trop dur. Lui dire que l'UFC c'est terminé, c'était impossible. Maintenant, effectivement, il fallait le rassurer, alors que moi-même, je l'étais pas. Et c'est là où c'est compliqué, hein, tu vois, parce que moi-même, je me disais, bon, maintenant, on fait quoi? Donc il a fallu beaucoup discuter aussi avec le Cage Warriors. Moi, j'étais vraiment frustré de par les adversaires qu'on nous proposait, des mecs avec beaucoup moins de combats. Tu sais, tu prends toujours un risque quand toi, tu as 20 combats, Bien tu sûr. prends un mec qui a même pas 10 combats. C'est lui qui a tout à gagner. Ouais. Donc on sentait clairement qu'il y avait une volonté du Cage Warriors de faire briller les petits. Parce qu'au pire, s'ils perdent contre Morgan, c'est pas très grave. Ils ont C'est perdu. logique. Voilà, absolument. Par contre, s'ils gagnent, ils ont tout à gagner. Donc grosse discussion avec le Cage Warriors pour leur expliquer que je suis pas content des choix enfin, c'est même pas des choix en fait de ce qu'on nous propose parce qu'en gros c'était ça ou rien. Donc on a reconstruit une nouvelle relation avec le Cage Warriors, beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. On se sentait moins underdog dans l'organisation. On sentait clairement là, c'était beaucoup plus honnête. Et voilà, donc avec le succès qui s'ensuit, là pour le coup, ça a été une série de victoires juste après. Hein. Puisque Morgan, après ces 2 défaites, on rappelle aussi blessure au plancher orbital qui l'éloigne un an de la cage. Puis il revient là depuis 7 mois, 3 combats, 3 victoires. On a retrouvé le Absolument. Morgan hyper actif et qu'à fin de combat et de tout arracher devant lui. Donc la dernière le 21 juillet à Londres et derrière ça signe à l'UFC. On l'a vu, c'est un co-management avec Graham Boylan qui est le Fait. patron du Cage Warrior, Absolument. qui a placé beaucoup de gens à l'UFC. Le Cage Warrior, on rappellera pour ceux qui suivent depuis moins longtemps, mais Conor McGregor, des Paddy Pimblett aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent du Cage et qu'on fait ce soit à l'UFC. Comment ça s'articule ça? C'est-à-dire ça te permet, ce co-management te permet d'ouvrir les portes de l'UFC? On va parler clairement. Non, c'est pas ça. Pour être très honnête avec Ou toi, en tout cas, les enfonce. En fait, je vais reprendre la phrase que je t'ai dit juste avant. Je t'ai dit, je crois, j'ai rediscuté avec le Cage Warriors sur comment avoir une route beaucoup plus saine. La route beaucoup plus saine, c'est de les investir dans la carrière de Morgan. En fait, c'est aussi simple que ça. Tu vois, ça, je l'ai jamais dit à personne. C'était qu'ils aient aussi, eux, des intérêts dans la carrière de Morgan. Et tu vois vite que quand le promoteur a des intérêts dans la carrière d'un combattant qu'il promote et qu'il match-make, j'allais dire, enfin qu'il Ça match, change un peu la donne. Ouais. ça n'a plus rien à voir. Mm. On parle plus du même travail. Et c'est frustrant, le manager en toi, de te dire on est obligé de faire ça. Parce que ce milieu marche aussi comme ça.
C'est frustrant, mais en fait, j'ai compris avec le temps qu'il faut arrêter de croire que le monde est tout beau et tout rose comme ça. Le conflit d'intérêts, il est partout. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, sur 100% de promoteurs, peut-être 75% d'entre eux sont aussi managers. Donc, Et ton taux est peut-être bas. ouais, j'essaie de le voir, je le mets le plus bas Ton possible taux est peut-être pour bas. ne choquer personne. Donc, effectivement, le conflit d'intérêts est partout. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse appel à un petit peu de vice. Je ne sais pas si on peut appeler ça du vice ou de la stratégie. De la stratégie, clairement, pour faciliter. Voilà, C'est ça. c'est le terme. Moi, je trouve que c'est de la stratégie et dans laquelle on reste dans la légalité. Moi, Ah, bien sûr. je l'ai déjà assez dit ici, donc j'assume. Mais en effet, je pense qu'à terme, le MMA va devoir s'occuper de Revoir. ses conflits C'est ça. d'intérêts et que ça n'existe plus. Mais c'est un milieu jeune, donc ça s'organise comme ça pour l'instant. Tu partages ça? Tu penses Ah qu'à oui. à terme, il faut que ça se régule Ah, ça, et on peut plus avoir ces gens qui sont promoteurs et managers en même temps? C'est inadmissible. Tu peux pas être promoteur et être un matchmaker honnête. De toute façon, Quand tu es manager de certains combattants, tu veux les voir briller dans ton organisation. On est d'accord. Donc, même inconsciemment, tu vas choisir des match-ups qui Bien sont sûr. toujours à leur avantage. Il faut être très honnête, il faut poser les choses, tu vois. Ouais, de toute façon, moi je le dis souvent à des amis à qui je parle qui sont pas du tout de ce milieu-là, mais si c'est simple, tu fais la comparaison avec le football, Mhm. tout le monde te dit tout de suite c'est ubuesque, ça pourrait jamais Ah arriver. oui, c'est honteux. Dès que tu fais la comparaison avec un sport très connu, on te dit oh, waouh, c'est quoi votre truc en fait? Donc c'est bien qu'il y a un souci. Quand je dis souci, c'est bien qu'il y a des choses à réguler, en tout Tout à fait. cas à ce niveau-là. Tout à fait. Tu disais tout à l'heure aussi, c'est intéressant parce que je veux rebondir là-dessus, parce que je l'ai cité récemment. Tu disais tous ces combattants qui attendent l'UFC, seulement l'UFC, on pouvait avoir l'impression que Morgan était un peu comme ça à un moment. Mhm. Est-ce que toi, tu as fait en sorte aussi de faire passer le message que tu pouvais signer ailleurs pour pas que l'UFC soit dans cette position de force de se dire de toute façon je fais ce que je veux avec Morgan puisqu'il m'attend? Et quand je disais que je l'ai cité récemment, parce que je l'avais cité sur le cas Abdouragimov, Mhm. je partageais aussi l'idée que de se dire qu'il a peut-être trop dit à un moment que c'était que l'UFC et que l'UFC est dans un chausson à se dire bah, je peux le payer ce que je veux un peu entre guillemets et donner mon timing à moi puisqu'il n'attend que moi entre guillemets. Alors, je m'étais exprimé à l'époque à ce sujet, il y a quelques mois, sur les interventions d'Abdoul, sur les call-outs, etc. Je trouvais que c'était une erreur, parce qu'en fait, tu montres trop ta volonté à signer dans cette organisation. Et on remet pas en cause d'ailleurs, c'est bien de vouloir aller chercher le Graal sportif et le plus haut combat sportif. Ouais, mais je pense C'est la qu'il faut- façon de faire dont tu parles. Tout à fait, je Ouais. pense qu'il faut trouver le juste milieu entre passer un message pour montrer qu'on souhaite rejoindre l'organisation, mais le fait de aussi montrer, attention les mecs, si vous me considérez pas, je peux vite partir autre part. Parce que bah, sinon c'est du pain béni pour l'UFC en fait. Le mec on l'appelle quand on veut. Regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure au sujet de Morgan. On pouvait attendre, mais on a décidé d'arrêter. Parce qu'il arrive un moment où il faut avancer aussi. Faut avancer. Tu vois, Donc tu l'as fait passer ce message aussi. bien sûr, Ouais. De Bien dire sûr. Morgan n'attend pas que ça non plus. absolument. Il ne sera pas ad vitam aeternam Tout à fait. à vous réclamer. Mais je trouve que c'est un phénomène intéressant parce que ça explique aussi la façon dont l'UFC peut gérer ses salaires aujourd'hui parce qu'il y a tellement de monde qui veut venir. L'offre et la demande, on connaît. Tu vois, on n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est ce qui fait aussi le marché par rapport à l'UFC. C'est très intéressant, ça, je trouve. On fait les deux autres cas aussi qui nous intéressent pour l'UFC Paris parce que c'est encore d'autres cas différents. Le cas de Nora Cornol, combattante française que vous découvrirez sur les prélims de l'UFC Paris. Il sera en direct sur Twitch, accessible gratuitement, la chaîne Twitch de RMC Sport. Donc venez en profiter. Combattante en plus très spectaculaire. Ça ira pas à la décision avec Nora, si on respecte ce qu'elle a fait dans sa carrière. Elle, pour le coup, c'est signé très tôt. C'est un des premiers combats annoncés de l'UFC Paris. Comment ça se passe? Ça, c'est une signature qui est prévue de longue haleine. Ça fait longtemps que tu travailles ça ou c'est une opportunité qui s'ouvre au moment où l'UFC Paris démarre, les matchmakers cherchent des combats et il y a une opportunité? Alors tu vois, regarde, là je vais tout te dire et ça va me permettre de mettre en lumière quelqu'un qui ne souhaite pas l'être, mais ça va aussi montrer à quel Je te point... branchais pour ça aussi. Voilà, aujourd'hui, ça te montre à quel point la BTT a grandi. La BTT, en fait, c'est plus uniquement moi. Tu vois, les gens associent la BTT à moi, Guillaume Pelletier. En revanche, on est beaucoup maintenant à travailler pour la BTT. Et il y a une personne qui s'appelle JB. Je tairai son nom de famille. C'est quelqu'un... Je respecte ça beaucoup. Un nom de famille connu dans le MMA. Ouais, mais il souhaite rester discret, t'imagines? Et je pense, pour rejoindre ta première question en introduction, que c'est clairement aujourd'hui, je pense, la qualité majeure d'un manager, c'est de rester dans son coin, faire son travail, le faire bien et mettre en lumière ses athlètes. Donc, T'es un des plus grands managers de boxe, comme tu sais qu'on adore la boxe au Fighter Club. Alemon, le patron de PBC, notamment première boxing championne, on n'a jamais vu sa tête. incroyable. On connaît un peu les photos, il n'a jamais parlé. ce Bravo. mec-là, et il a géré la carrière des plus grands boxeurs des dernières années. Bravo, bravo. Donc du coup, c'est JB en fait qui fait la signature de Nora Cornol à l'UFC. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très content. JB a travaillé depuis très longtemps pour mettre Nora à l'UFC. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est une offre qui a été faite très tôt.
je crois fin juillet, pour tout te Mm. dire, parce que les femmes, les féminines ont ce déficit de... Il n'y a pas beaucoup de féminines. Mm. De bonnes féminines qui sont vraiment très fortes, de très haut niveau. Il n'y en a pas tant que ça finalement. En plus, sa catégorie, les moins de 61, 61, elle est en tout à pleine. fait. Donc, l'Amanda Nunes, la championne Tout à de sa fait. retraite, il y a plein de renouveau. On sent Tout à qu'ils fait. amènent, ils veulent mettre du sang neuf dans cette Donc il catégorie. faut être très honnête sur le fait que peut-être chez les féminines et peut-être chez les catégories dans lesquelles il y a moins de combattants, les poids lourds peut-être, il y a un peu plus de facilité à rentrer les combattants à l'UFC. Et JB l'a parfaitement compris et il a fait ça d'une main de maître. Donc là, t'interviens zéro. C'est JB qui fait tout. Je n'ai rien fait. Ok. Et c'est une fierté pour toi de voir ce Grave. développement aussi de la BTT. Je suis très heureux. Je suis très heureux et très fier de voir qu'aujourd'hui, au sein de mon agence, il y a d'autres personnes qui sont capables de signer à l'UFC. C'est juste exceptionnel. C'est pour ça que je voulais faire cette dédicace, plutôt que de m'attribuer des mérites là où je n'ai rien fait. Donc, ouais, c'est cool. Écoute, on citera pas son nom puisqu'il ne le veut pas, mais il y a un petit clin d'œil à JB pour Très cette bien. belle signature de Nora Cornol. Et le dernier cas qui est Yanis Gemouri. Pareil, on va pas se mentir, au moment où on enregistre, il y a eu des switches un peu sur cette carte. Normalement, Yanis Gemouri sera opposé donc à William Gomis, Mhm. non plus en moins de 61, mais en moins de 66 kilos. Ça change pas le fait qu'il a signé pour cette UFC Paris. Comment vous faites signer Yanis avec la BTT? Alors, Yanis Gemouri, c'était compliqué de le signer à l'UFC parce qu'il était en contrat avec le Brave, un contrat actif. Mm. Donc, moi, j'ai voulu m'assurer de mon côté, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt de l'UFC pour Yanis? Donc, on a commencé à discuter et j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Maintenant, tu ne peux pas approfondir les négociations parce qu'il y a un contrat en cours avec le Brave. Donc, j'ai juste senti qu'il y avait un intérêt de la part de l'UFC. Et là, il a fallu ne pas faire des négociations, mais une guerre avec le Brave pour le libérer. Parce que pour le coup, le Brave avait de grandes ambitions avec Yanis, qui est un franco-algérien. Et le Brave va faire un événement au mois de novembre en Algérie. Donc pour le coup, il y avait vraiment des plans pour Yanis. Donc, comment dirais-je, sans trop... Donc il y a une clause ou c'est de la négo? C'est de la négo. C'est de la négo. J'allais dire sans trop en dire. Ils auraient pu te dire non. Absolument. Ouais. Mais du coup, si tu souhaites recevoir quelque chose, il faut savoir donner. Donc c'est une question d'échange en fait. Il faut que le promoteur ne se sente pas lésé dans l'histoire. Donc on a refait des négos avec d'autres combattants, etc. pour pouvoir équilibrer la chose et libérer Yanis. Donc à partir du moment où là il était libéré, là enfin je pouvais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et voilà, il y a eu cette signature finalement qui était simple, qui était assez simple. L'UFC était très intéressé par le profil. Pourquoi? Parce que superbe record, 12-1. Il avait pris des mecs solides, il sortait de gros finishes dans de bonnes organisations. Et en plus, il est très jeune, il a 27 ans. Et là, c'est l'UFC qui te contacte? Ils ont en gros, ils ont des places sur la carte et ils te contactent? Ouais, alors en fait, moi j'avais déjà parlé avec eux, comme je te disais, en amont. Oui, ils connaissent son profil. Voilà, et dès lors que l'UFC Paris, la date approchait, ils m'ont dit, tiens, regarde, Yanis, on peut faire ça contre lui. Et donc, tu as l'adversaire déjà, parce qu'on rappelait l'adversaire prévu au départ pour Yanis, c'était l'Irlandais Caolan Loufran, Tout à fait. champion au Cage Warrior, plutôt un bon profil, enfin voilà, un profil un peu coté. Ils ont l'adversaire déjà quand ils te proposent Yanis, tu sais que ce sera contre Loufran? Tout à fait, tout à fait. Ok. En fait, l'UFC, comme je te l'ai dit, j'allais dire rarement, mais finalement jamais envoie un multi-fight ce deal et t'envoie un contrat de longue durée et t'envoie juste après une proposition contre un adversaire. S'ils t'envoient un contrat de longue durée, c'est parce qu'ils ont tout de suite un combat pour toi. Donc du coup, j'ai reçu immédiatement le nom du mec et la date et ça correspondait à l'UFC Paris. Parfait. Et là, Timing quand on a un invaincu qui vient d'être champion en Cage Warrior, il n'y a aucun doute, on prend quand même, parce que c'est la porte d'entrée, ou on aurait aimé un match-up un peu avec un profil un peu moins coté. Alors, on aurait aimé effectivement. Maintenant, si tu sais, je parle avec mes combattants et c'est quoi ton objectif? Je veux rentrer à l'UFC. Ok. Donc, tu comparais tout à l'heure au football. Les gars veulent jouer la Ligue des Champions. Mais du coup, il faut en avoir le niveau. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que tu as le niveau d'aller en Ligue des Champions? Tu estimes l'avoir? Ben voilà, montre-le, tout simplement. En fait, il faut avoir, comment dirais-je, les actes de ces projets, en fait. C'est-à-dire, si tu as le projet d'aller à l'UFC, c'est compliqué en parallèle de dire ah ouais, mais ce mec-là, il est chaud aussi pour rentrer. Non, tu es censé faire partie du haut du panier. Tu es censé Donc, faire partie de l'élite. on prend tout le monde. Tu fais Ouais. partie de l'élite, donc affronte l'élite. Ouais, non, tout à fait, tu as raison de le noter là-dessus. On rappelle donc tous ces changements, ces chamboulements font que Loufran, donc l'Irlandais, affrontera finalement Taylor Lapillus. Il est donc, fort possible. voilà, et on se retrouvera au moment où on parle, en tout cas, c'est pas officialisé, mais c'est ce qui est dans les tuyaux. Et donc, il y aurait ce match-up, c'est le premier match-up 100% français de l'histoire de l'UFC. Ouais. Gomis Gemouri.
Il y a un petit côté, un clin d'œil un peu marrant, parce que c'est les deux grandes boîtes de management françaises, Management Factory de Fernand Lopez d'un côté, BTT de Guillaume Pelletier de l'autre. Il y a une fierté de se dire qu'on va faire le premier combat 100% français à l'UFC. Moi, je te demande ça dans le sens où je trouve que c'est un marqueur. Quand tu as des combats 100% entre un pays, tu sais, quand tu as des combats entre deux Brésiliens, aujourd'hui, les médias brésiliens le notent pas. Hein. C'est normal, en fait. C'est logique, puisque c'est un pays de MMA qui a beaucoup de champions. Et je trouve développer ça, au moment où on ne notera même plus que c'est un combat franco-français, ça veut dire que la France sera installée dans le paysage du MMA et de l'UFC. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on a plein de combattants et qu'on peut faire des... T'es fier un peu d'être dans ce premier combat? Bah, disons, fier, je ne sais pas. En tout cas, je suis fier d'être à l'origine du projet, parce qu'effectivement, c'est moi qui ai soufflé l'idée à l'UFC. Donc, on avait William Gomis qui se retrouvait sans adversaire, Taylor Lapillus qui se retrouvait sans adversaire. Avec Yanis, on a beaucoup discuté. On s'est dit que William Gomis pourrait être un bon combat pour Yanis, il faut être très honnête. En plus, effectivement, il y a un clin d'œil par rapport, on peut créer une histoire par rapport à la concurrence, BTT, Factory, etc. Oui, bien sûr, sans être dans le malsain, juste Ah non, c'est un clin d'œil pour le MMA français. Ah non, ça reste du sport. On va se faire la guerre. On va se faire la guerre, mais c'est une guerre sportive. Exactement. Il n'y a pas de sous-entendu ou quoi que ce soit. Donc voilà, Yanis se sentait clairement prêt. Il a fait une belle prépa. Il était prêt à affronter n'importe qui. Il faut aussi dire que Yanis, c'est un très gros 61. Et il faut aussi noter que Yanis a fait ses 2 derniers combats à 66. Donc on sait de quoi on parle en fait. On sait qu'il est capable de le faire. On s'est dit que l'idéal est plaire très certainement à l'UFC. Parce que tu l'as dit, et le public est vraiment friand de combats franco-français. C'est génial. Arès l'a compris, parce que Arès aujourd'hui ne fait que ça en France. Et c'est ce qui marche. C'est les affiches qui marchent chez eux. C'est ce que le public a envie de voir. Tout à fait. Et en plus, finalement, on a rangé tout le monde. C'était une situation qui a rangé tout le monde. Un adversaire pour William, un adversaire pour Taylor. Yanis qui est toujours sur la carte, qui ne bouge pas. Ça arrange tout le monde. Je crois qu'on a en effet fait un petit jackpot là-dessus. Donc ça n'est pas officiel au moment où on se parle. Attention. Mais au moment où vous l'écouterez, ce le sera sans doute. Voilà. Tout à fait. Tu as parfaitement résumé. Il me reste quelques questions. Merci Guillaume, c'est passionnant de parler de tout ça. On aurait pu avoir d'autres membres de la BTT à Paris. Ça a été prêt? On aurait pu. Maintenant, on met un point d'honneur à respecter les contrats. J'ai des combattants qui sont engagés avec d'autres organisations dans des situations un peu compliquées, un peu conflictuelles. Les organisations qui traînent à offrir des combats parce que ce serait le dernier combat sur le contrat. On a voulu faire les choses bien parce qu'on ne veut pas se lancer dans une guerre administrative ou judiciaire contre les organisations. Donc on a attendu, on va faire les choses bien. Il y aura un UFC Paris 3. Bien sûr, et même un 4 et même un 5. Voilà, donc vous inquiétez pas, il y a des surprises qui arrivent, on travaille dur pour ça et il y a des choses qui se préparent. Il faut que je la pose parce que j'avais ça dans mes petites souris et mes petites sources qui m'avaient demandé ça. Est-ce qu'Amin Ayoub a été très proche de signer? Moi, c'est l'info que j'ai. Je sais pas d'où vient l'info, mais c'est une info qui est dangereuse en tout cas. Tu me dis ce que tu veux, mais non, on n'était pas loin. Pour respecter ton invitation, je vais te dire que oui, c'est vrai. On a reçu une offre de l'UFC pour Amin Ayoub contre Nasrat Akparast. Ok, j'avais la bonne info. Personne n'est au courant. Ouais. Normalement, officiellement, alors voilà, toi tu l'étais. Voilà. C'est pour ça que je te disais, le relationnel est très important dans la relation avec les combattants. Le combattant reste l'acteur numéro 1. C'est lui qui doit gérer sa carrière comme il le veut et nous, on est là pour l'aider. Moi, d'un point de vue personnel, c'est une grosse frustration. Je te dis la vérité, c'est une frustration énorme. 5 ans de collaboration avec un athlète pour qu'à la fin, quand il peut toucher le Graal et donc signer en Champions League, je vais redire ça parce que l'UFC est la Champions League, le combattant me dit écoute, regarde, je préférais qu'on fasse ça, ça, ça. Et encore une fois, tu vois, je me suis mis en retrait. C'est son choix. Puisque tu veux faire ça, on va respecter et on va le faire. Oui, bien sûr. C'est ça aussi être un manager. Je pense. C'est écouter son athlète. Ouais. Je pense, oui. Comment tu vois, toi, le développement du management de MMA en France? Je l'ai dit tout à l'heure, les deux grandes aujourd'hui compagnies, c'est Management Factory du côté de Fernand Lopez et la BTT de ton côté. Tu penses qu'on va rester avec les grands acteurs qu'on a aujourd'hui, qu'il va y avoir de plus en plus de petits managers qui vont se créer parce que ce sport grandit, parce qu'il y a de plus en plus d'argent dedans, parce qu'il y a de plus en plus de lumière dessus aussi, par exemple via nous, via RMC. Comment tu vois l'évolution de ça? Alors pour les raisons que je t'ai citées au début, sur la difficulté de faire grandir une société de management, je ne sais pas en fait si on va avoir d'autres agences. Moi, je souhaite vraiment que d'autres agences se créent parce que moi, j'ai remarqué, c'est vraiment un trait qui me caractérise. Je performe dans la difficulté, dans la concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me fixe quelqu'un et je me dis, lui, je vais aller le fumer.
C'est vraiment mon objectif et j'en dors plus jusqu'à ce que je l'ai. Donc moi, je souhaite que la concurrence s'agrandisse et qu'on ait beaucoup plus d'agences. Maintenant, la réalité, comme je te l'ai dit, c'est que c'est très dur d'être manager. Dans un premier temps, c'est très compliqué pour en vivre. Et il suffit de regarder les statistiques. Aujourd'hui, on a dû avoir une trentaine d'agences qui se sont créées et tu les connais même pas parce que finalement, ce sont des agences qui, dans les 2 ans, mettent clé sous la porte. Pour te répondre, je pense que je connais celles que je dois connaître en fait. Ok, Tu vois ce que je veux dire? je vois. C'est-à-dire que celles que je connais pas, c'est qu'elles sont pas développées, hein. Tout à fait, Ouais. tout à fait. C'est ce que je veux te dire. Donc, la difficulté fait que je serai incapable de répondre à ta question. En tout cas, je souhaite à tout le monde beaucoup de succès et beaucoup de courage s'ils souhaitent se lancer dans cette voie parce que c'est un métier qui est compliqué. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui on est très peu à le faire. Et je le disais dans l'intro, la BTT place 4 athlètes sur cette UFC Paris. De tous les sociétés de management ou managers en France, vous êtes celle qui en a le plus. Mhm. Ça, sur cette édition de Mais ça l'UFC n'est Paris. jamais arrivé encore. Il y a aussi une fierté de ça, de se dire on est ceux qui en avons placé le plus sur cette carte de l'UFC Paris quand même. Tu veux que je te dise la vérité? Oui, Pas toujours. du tout. Pas du Ok. tout. En fait, moi, je vois juste le bien de mes combattants. Je suis pas dans une course ou dans une concurrence avec qui que ce soit. Une course de chiffres, en fait, si tu veux. Moi, l'objectif, c'est que mes combattants soient fiers de représenter la BTT, mon équipe. Donc voilà, à partir du moment où le travail est bien fait, moi, je suis le plus heureux. J'ai de compte à rendre à personne voilà, encore une fois, je souhaite le bien du MMA, que tout le monde puisse se développer. Et si concurrence doit y avoir, au moins qu'elle soit saine. Mm. Si on est capable de faire ça, c'est vraiment cool. Et pour finir, est-ce qu'il y a dans les membres de la BTT, je sais déjà qu'il y a le stage de la BTT qui sera au Maroc la semaine prochaine Tout à fait, finalement. Ça ouais. commence le 4 septembre, donc c'est la BTT Academy, je dis pas de bêtises? BTT Training Camp. BTT Training Camp, Ouais. qui vous permet de trouver des talents et signer des talents. Comme Alexandra Tekena. Alexandra Merci Tekena, beaucoup. j'allais la citer, qu'on espère voir un jour à l'UFC. Hein, Mais on bosse, hein, on je bosse. sais bien, Ah je ouais. sais bien que ça bosse dans l'ombre. Donc, tu vas chercher les petits talents et les jeunes talents et t'es quelqu'un qui veut repérer des jeunes talents. Est-ce que tu as un nom que le grand public, en tout cas, je ne sais pas si les spécialistes le connaîtront, mais que dans le grand public n'a pas entendu parler encore et qui va arriver fort, fort, fort dans les années à venir? Est-ce que tu as une petite pépite à la BTT à nous citer ou pas? Je vais t'en citer 2 qui, selon moi, peuvent faire de gros dégâts dans les prochaines années. Noah Gugnon et Nikita Leshukov. Pour moi, ce sont vraiment 2 combattants à 70 kilos qui vont vraiment performer. Bon, qui sont déjà à 4-0, hein, ce ne sont pas des nouveaux arrivants. Mais ouais, on a beaucoup de talent. On a beaucoup de talent parce qu'on va les chercher très tôt finalement. Mhm. En fait, j'aimerais reproduire le plus possible ce que j'ai fait avec Benoît Saint-Denis. Ce qu'il faut savoir, et on l'a dit, Benoît Saint-Denis, on a commencé, lui et moi, il était à 0-0. Voilà, encore au niveau amateur. Pour rappeler, il fait le Venom Training Camp avec Daniel Warin, il Absolument. tape dans l'œil de Daniel qui t'en parle et Tout ça à fait. démarre comme ça et c'est le tout début de sa carrière MMA. Et je me rends compte que tu ne peux pas créer une relation plus solide que celle-ci. Non. Quand tu étais là au début. Et ça se voit. Pour sans trahir de secret, quand on vous Mhm. voit en off dans les coulisses d'RMC par exemple, on voit qu'il y a une relation forte Ouais. entre vous deux. Et ma dernière question, Guillaume, c'est quoi ton meilleur souvenir de manager pour l'instant? Pour l'instant, mon meilleur souvenir, pour être très honnête, c'est la signature de Fares Ziam à l'UFC. Qui était ta première donc, La première, à tout à l'UFC? fait. Ouais. La première, c'est là où tu commences à entrouvrir la porte. C'est compliqué de rentrer des athlètes à l'UFC. Hein. Tu peux voir aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui managent, mais qui s'associent, etc., pour avoir plus de chances, multiplier les chances. C'est compliqué, j'ai l'impression que l'UFC en fait travaille avec un nombre de managers qui est assez Très restreint. restreint, ouais. Voilà. Pour une raison de confiance, Mm. je pense. Je pense qu'ils bossent avec des mecs avec qui ça se passe bien. Du coup, c'est pas évident. Je m'étais fixé dans mes objectifs de rentrer quelqu'un un petit peu plus tard à l'UFC. Finalement, c'est arrivé plus tôt avec Fares. Et ça restera toujours un souvenir incroyable parce que j'avais l'impression, entre guillemets, de rentrer dans la cour des grands. Quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, c'était cool. Et aucune frustration, on sait qu'après il t'a quitté pour aller Ouais. du côté d'Ali Abdelaziz. Pas de frustration ça quand on perd un athlète comme ça? Non, tu vois, j'ai pas honte d'en parler. Lui voyait les choses différemment. Il avait un projet de s'installer aux États-Unis. Donc, pensait qu'il serait préférable de travailler avec un manager américain, avec les avantages qui vont avec, hein, très certainement. L'obtention de la green card peut-être, des sponsors américains Et sans peut-être. doute des inconvénients, parce que par exemple, un manager comme ça qui a une énorme boîte, t'es pas forcément traité aussi Bien sûr. personnellement que tu peux l'être à la BTT. Bien sûr, après, je me permettrai pas de parler des côtés négatifs. C'est pour ça que c'est moi qui le dis. Voilà, ouais, parce que moi, j'en vois plein des côtés négatifs à cette décision, mais voilà, je me permettrai pas. Maintenant, non, avec Fares a fait les choses très très bien avant de partir. On s'est entendu parce que, en fait, on identifie toujours, comment dirais-je, si on veut avoir un repère efficace, tu parlais du football. Le football, c'est super.
En fait, si tu veux gérer une situation dans le MMA, on s'imagine comment ça se passerait dans le football. Bah, dans le football, on ne peut pas quitter un contrat comme ça. Tu vois, Mbappé, ça a été tout un cinéma pour quitter le Paris Saint-Germain et finalement, il y est encore. Donc, on ne peut pas non plus quitter un contrat comme ça dans le MMA. Donc, Fares a fait les choses très bien. Donc, on s'est quitté en très bons termes. On s'est vu tout à l'heure, on s'est pris dans les bras, il n'y a rien qu'à changer. L'entente est excellente, le respect est là, et ça C'est change bien jamais. aussi Bien d'entendre sûr. que ça peut se terminer sur des Absolument. bonnes notes et humainement, Bien sûr. même sur une fin de collaboration. Ouais. C'est cool. Merci beaucoup, Guillaume Merci à vous. Pelletier. Merci à vous. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire cette Ouais. émission et parler des secrets et des dessous du rôle de manager. Et je suis ravi qu'on ait pu faire ça et qu'on ait pu, je pense, éclairer nos auditeurs sur ces dessous du MMA. Rendez-vous samedi soir à Accor Arena à Bercy, Paris. Deuxième édition de l'UFC Paris, on l'a dit. 4 représentants de la BTT, Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, Nora Cornol, Yanis Guémouri et 5 autres Français. Ça va être la fête du MMA français. Vous pourrez retrouver les combats de la carte préliminaire sur notre chaîne Twitch en gratuit, les combats ensuite de la carte principale sur RMC Sport 2 et même les 3 derniers en clair sur la TNT RMC Découverte. Donc vous n'avez aucune excuse pour rater l'UFC Paris ce samedi soir. Vous devrez être devant. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des pouces bleus, des commentaires. Ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.